Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être à vos côtés en ce mercredi 11 décembre. Quelle est l'actu du jour? La réponse dans ce sommaire. Nous nous attarderons sur la 6e édition des trophées de la Jeune Chambre économique de Monaco qui s'est tenue mardi à l'auditorium Régnier 3. Retour sur cette remise de trophées ainsi qu'un entretien avec le président de la JCE. Un bâtiment de la Marine nationale française fait une escale de routine en ce moment dans le port Hercule. Les caractéristiques et les missions de ce remorqueur portuaire côtier dans ce journal. La présentation du nouveau centre d'accueil des marchandises de la Poste de Monaco. Ce centre a ouvert ses portes ce matin. Alors que le procès sordide et glauque de l'affaire des viols de Mazan suit son cours, nous recevrons le journaliste Félix Lemaître suite à son enquête bien avant ce procès sur la soumission chimique. Il était l'invité du Monaco Press Club et il sera avec nous ce soir. Et enfin, un reportage sera consacré à 5 élèves qui participent à un concours de cuisine en présence du chef Marcel Ravin. Un concours dont l'objectif est de bannir le gaspillage. Les trophées de la Jeune Chambre économique de Monaco ont été remis hier au soir. C'est l'occasion de rencontrer les acteurs influents de l'entrepreneuriat monégasque, mais aussi ceux qui pourraient avoir un impact sur notre avenir, autrement dit, les acteurs économiques de demain. Christine Petit-Homel et Julien Logier étaient sur place. Voyez le reportage. Hier, en fin d'après-midi, à l'auditorium Régnier 3, la jeunesse monégasque était au rendez-vous pour cette 6e édition des trophées de la Jeune Chambre économique de Monaco. Les lycéens de la Principauté ont une fois de plus été mis à contribution pour devenir une graine d'entrepreneurs. Cette année, 8 sessions avaient été organisées dans les différents établissements de Monaco. L'objectif, simuler une création d'entreprise. Et même si les adolescents débordaient d'idées et de projets fort intéressants, ce sont les projets de 3 groupes d'élèves qui ont retenu l'attention. Soutenus par leurs mentors, les lauréats en lice s'accordaient tous hier soir pour dire que cette expérience inédite pour eux avait été des plus instructives. C'est une expérience à ne pas louper et que je pense qu'à notre âge, avoir une expérience comme ça ne se rate pas. Une expérience assez unique. Une journée au lycée. Au début, quand j'ai commencé cette journée des lycéens qui avaient plus ou moins envie de participer, et puis à la fin de la journée, j'ai trouvé des vrais entrepreneurs qui étaient excités à l'idée de monter ce projet, de réussir. C'était vraiment passionnant parce que là nous sommes face à des étudiants qui donc s'inscrivent déjà dans une démarche entrepreneuriale, qui pour certains ont des projets déjà florissants, et j'accompagnais un groupe de 6 jeunes filles venues du monde entier qui avaient un projet justement de livraison un peu comme Uber sur Monaco, mais avec les contenants Ma Consigne ou d'autres contenants réutilisables avec une démarche donc éco-responsable. C'est quelque chose quand même qui est assez important pour notre génération. On a tous été face à un moment où on devait trouver des stages et que c'était assez important pour non seulement nos dossiers Parcoursup mais aussi juste pour l'école et avoir de l'expérience. Donc honnêtement, ce projet il m'a vraiment aidé à mettre en relation ce que je vis tous les jours avec quelque chose d'utile et m'a appris donc à parler devant une audience que je n'avais pas l'habitude de faire. Et si la jeunesse a brillé lors de ce concours, les entrepreneurs d'aujourd'hui n'étaient pas en reste. À l'image des lycéens, c'est le projet Excello Center de Romain Le Rouge et de son associé Alexis Lanary qui a marqué les esprits. Il a remporté donc le concours de création d'entreprise avec un projet qui devrait fort plaire aux parents d'élèves de jeunes sportifs. L'idée, elle est née de ma première expérience professionnelle sur Monaco. J'ai débuté dans l'associatif au sein de la SM Natation. C'est là où j'ai pu rencontrer du coup, les parents, les problématiques des parents. Et c'est là aussi où j'ai rencontré les premiers élèves. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir des élèves que j'ai connus à la natation il y a 6 ans, qui me rejoignent aujourd'hui sur mon nouveau projet. Prochain rendez-vous de la Jeune Chambre économique le mardi 17 décembre à 8h15 pour le 4e petit déjeuner conférence de l'année sur le thème « L'IA, enjeux et perspectives pour l'avenir de Monaco ». L'occasion de découvrir comment l'intelligence artificielle influence la transition numérique et les secteurs publics et privés en principauté et de s'informer également sur les innovations qui façonnent notre futur. Recevons sans plus attendre justement le président de la Jeune Chambre économique de Monaco, Clément Maréchal. Bonsoir. Bonsoir. On vient de voir le palmarès de cette remise de trophées. Quelle est pour vous l'importance de cet événement organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco ? Alors cet événement est un événement phare de notre année parce que ça met en lumière toutes les actions qu'on fait tout au long de l'année. C'est un peu, on a l'habitude de le dire, notre gala à nous. Lorsqu'on ne célèbre pas les anniversaires de la Jeune Chambre, on fait cette soirée-là des trophées qui nous permet aussi de récompenser les lauréats du concours de création d'entreprise et de mettre en avant une action qui nous est très chère, qui est Graines d'entrepreneurs dans les établissements scolaires grâce à la direction de l'éducation nationale.
Quels sont les critères en règle générale de sélection? Qu'est-ce que vous recherchez à mettre en avant et à l'honneur? Alors sur le concours de création d'entreprise, on cherche un lien fort avec Monaco, un potentiel de développement sur Monaco, mais également un potentiel de développement à l'international pour pouvoir faire rayonner des projets monégasques au-delà de nos frontières. Et depuis que cette remise de trophée existe, est-ce que l'on a pu constater que les entreprises restaient en principauté et se développaient grâce peut-être à ce prix? Tout à fait, on a quelques cas particuliers qui ont été lauréats dans les années précédentes et qui commencent à se développer. Donc le développement prend du temps. Déjà le développement en national est déjà important, mais une fois qu'on peut passer le cap pour partir à l'international, ça prend encore plus de temps évidemment parce qu'il y a d'autres contraintes, d'autres difficultés, mais également d'autres opportunités. La question est naïve, mais c'est la réponse qui m'intéresse. Quel est l'intérêt ou plutôt l'objectif d'une jeune chambre économique dans un pays comme celui de Monaco? L'intérêt est tout simple, c'est de faire rayonner Monaco, de développer, les compétences de nos membres et de participer activement au développement économique, tout simplement. Vous allez céder votre place là, de président d'ici quelques jours. C'est l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée. Quelles ont été les grandes actions menées là, en 2024 ? Alors sur l'année 2024, on avait axé le programme sur l'entrepreneuriat et c'est chose faite, c'est un pari réussi, donc avec un événement de Monaco Inspire qui a réuni plus de 250 personnes, des trophées hier soir qui ont réuni à peu près 400 personnes et un concours de création d'entreprise magnifiquement mené par les équipes, tout en continuant bien évidemment les autres piliers de développement de la jeune chambre avec le développement personnel et nos fameux petits déjeuners conférences évidemment. C'est une année très réussie pour les équipes, donc on est satisfait et on a hâte de pouvoir aussi développer des nouveaux concepts qu'on vient de créer pour l'année prochaine. Lundi, vous allez laisser votre place de président. Qui est votre successeur ? Alors ma successeur sera Anna Derrien, qui a été élue à notre Assemblée Générale d'octobre et qui prendra le relais sur l'année 2025. Et dernière question, qu'est-ce que ça représentait pour vous d'être le président de cette jeune chambre économique de Monaco ? Alors pour moi, ça a été une magnifique opportunité, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres. Et en termes de développement personnel, pour mon cas particulier, ça a été vraiment incroyable. C'était aussi très important de montrer que l'association existe toujours, l'association perdure. Nos membres ont leur mot à dire dans le développement de Monaco et participent magnifiquement bien à l'attractivité du pays. Clément Maréchal, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Un séminaire sur la protection des données personnelles a réuni experts et membres du gouvernement. L'objectif ? Préparer l'administration et les entités publiques à l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation plus stricte et adaptée aux enjeux numériques actuels. Un rendez-vous stratégique pour garantir la sécurité des données et accompagner cette transition essentielle. Je vous propose d'écouter Isabelle Béraud-Amadei, le ministre des Relations extérieures et de la Coopération, ainsi qu'Alain Bensoussan, avocat spécialisé en droit du numérique et des nouvelles technologies. C'était une priorité du gouvernement princier. Ça permet au gouvernement et ça permet surtout à la principauté de bénéficier d'un cadre législatif moderne. La loi précédente sur la protection des données remonte à 1993. Vous voyez, ça fait plus de 30 ans. Donc il était essentiel que la principauté se modernise sur un sujet qui est d'actualité et qui bénéficie d'un cadre législatif qui nous permet désormais de pouvoir solliciter une adéquation auprès de la Commission européenne pour être conforme aux standards du RGPD et également de ratifier la Convention 108 du Conseil de l'Europe. Ce qui change, c'est au-delà des droits de l'homme numériques, dont la principauté avait marqué sa souveraineté dans la tradition des grandes lois sur la protection des données personnelles dans le monde, et notamment en France et en Europe. Les grands changements, c'est le passage d'un système d'autorisation à un système de certification ou d'auto-certification. C'est-à-dire que maintenant, on est 20 ans après les grandes réglementations, et donc pour les organismes publics, mais aussi pour les organismes privés, car c'est l'ensemble des secteurs qui se trouvent maintenant organisés dans les droits de l'homme numérique. Chacun doit prendre en charge la défense des intérêts des personnes physiques qu'ils gèrent au niveau de leurs données. En bref, l'Assemblée générale des Nations unies et ses États membres ont débattu sur le point relatif aux océans et aux droits de la mer. À cette occasion, Jérémy Adler-Fligel, troisième secrétaire à la mission permanente de Monaco auprès de l'ONU, est intervenu à la tribune des Nations unies. Il a réaffirmé l'engagement de la principauté de Monaco en faveur de la préservation et de la protection des océans.
Plusieurs actions entreprises par le gouvernement princier au cours de cette année ont été soulignées, à l'instar de la ratification de l'accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les travaux du Centre scientifique de Monaco, de l'Institut océanographique et de la Fondation Prince Albert II ont également pu être mis en lumière au cours de cette allocution. Cette intervention a permis, entre autres, de rappeler les priorités et les orientations du gouvernement face aux conséquences du réchauffement planétaire et à l'élévation du niveau de la mer. Vous l'aurez peut-être remarqué, depuis le 9 décembre, un bâtiment de la Marine nationale est en escale sur la digue du port Hercule. Pour la première fois, ce remorqueur portuaire côtier, qui vient de Toulon, fait une escale de routine, et ce jusqu'à jeudi. Reportage d'Émilie Flamin et Camille Caloni. 36 mètres de long, 12 mètres de large, le Luberon est un remorqueur de la Marine nationale dévoué principalement au porte-avions Charles de Gaulle. Notre principale activité sont les manœuvres de remorque portuaire, comme on voit, qui est gréé, donc un câble en acier d'une très forte résistance auquel est complété le reste de l'attelage de la remorque qui nous permet de câbler les bâtiments, principalement le Charles de Gaulle, pour lequel le Luberon est conçu. Le Luberon a un frère jumeau également à Toulon qui s'appelle l'Estérel. Donc 2 bâtiments conçus, exactement les mêmes, pour effectuer les manœuvres portuaires du Charles de Gaulle, tant en sortie qu'entrée dans le port de Toulon. D'ordinaire basé à Toulon, il a accosté au port Hercule pour une escale de routine durant laquelle les 11 membres de l'équipage ont pu rencontrer l'ambassadeur de France et les autorités monégasques. Un moment d'échange très important qui a été apprécié de part et d'autre et également très riche d'enseignements. Vraiment une escale en lien direct avec les accords bilatéraux entre la France et la Principauté de Monaco. Donc très important, c'est un geste concret que nous faisons les uns envers les autres. Même si ce n'est pas une escale officielle sur demande des autorités, ça fait également pleinement partie de la vie de marin. Ça apporte et renforce la cohésion d'un équipage de la Marine nationale, même un petit équipage sur un petit bateau. Très important pour la vie d'un équipage de pouvoir renforcer cette cohésion. C'est la 2e fois durant l'année qu'une escale de la Marine nationale se déroule à Monaco. Le Luberon repartira demain, direction Toulon. En projet depuis plusieurs années, la Poste de Monaco nous a ouvert ce matin les portes de son nouveau centre d'accueil des marchandises. En plus de son bureau situé dans le quartier de Monte-Carlo, la Poste espère, avec ce nouveau dépôt, améliorer le stockage et la livraison des colis en proposant un service plus fluide. Reportage de Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. La Poste de Monaco a inauguré son nouveau point d'accueil des marchandises. Situé au boulevard du Jardin Exotique, ce centre de dépôt a pour objectif de désengorger le centre-ville de Monaco. Avec 14 chauffeurs-livreurs et une capacité d'accueil de 2500 colis, cette nouvelle plateforme est un réel atout pour la Poste, pour la population et pour la principauté en général. Il y a 3 objectifs véritablement et c'est surtout une logique de gagnant-gagnant. Gagnant pour les opérateurs, d'une part, parce qu'effectivement, gain de temps. Donc les opérateurs n'auraient plus à rentrer dans Monaco avec tout l'engorgement effectivement du trafic que l'on connaît. Donc gain de temps, gain d'argent. Gain pour la Poste de Monaco, parce que ça nous crée effectivement du trafic, on récupère du flux, on a la connaissance parfaite du tissu local déjà, de distribution, on a le matériel et on a les hommes. Et puis gagnant aussi au global pour la principauté, parce que c'est une distribution qui est 100% électrique, donc totalement verte. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, on désengorge le centre de Monaco. Donc c'est aussi du bien-être pour l'ensemble des assujettis. À partir du 15 décembre, les clients pourront désormais se déplacer directement au centre d'accueil, qui servira aussi de point relais, afin d'y récupérer leurs colis ou leurs commandes dans la consigne. Ils auront aussi la possibilité d'expédier leurs colis. Un guichet sera ouvert tous les jours de 9h à 19h pour assurer le service et renseigner les clients. Ils viennent, ils déposent leurs colis et nous on le fait partir pour eux. Aujourd'hui, on n'a pas ce genre de service sur la Principauté de Monaco. La possibilité de déposer des colis en dehors du réseau postal. Ça sera beaucoup plus de flexibilité, de facilité pour venir chercher ces colis. La proximité d'un parking, c'est toujours un avantage pour les clients de venir, de se garer, de monter, de chercher leurs colis. Prochaine grande étape pour la Poste de Monaco, l'ouverture d'un nouveau centre de tri à Fontvieille en avril. Une inauguration qui devrait une nouvelle fois améliorer le quotidien des employés et des monégasques.
Sans transition, la soumission chimique s'est retrouvée au cœur du débat public et politique avec l'affaire des viols de Mazan, un sujet qui était jusqu'alors encore peu documenté, mais que le journaliste Félix Lemaître a souhaité creuser. Dans son reportage paru aux éditions Lattès, il révèle un phénomène troublant qui s'est malheureusement répandu. Félix Lemaître était l'invité du Monaco Press Club hier au Théâtre des Muses. Nous en avons profité pour le recevoir. Voici l'entretien effectué par Émilie Rousseau. Bonsoir Félix Lemaître. Bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur de La Nuit des Hommes, paru en septembre dernier aux éditions JC Lattès. Il s'agit d'une enquête sur la soumission chimique. Qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par soumission chimique ? Effectivement, la soumission chimique, c'est un concept médical d'abord, qui signifie en fait administrer une substance psychoactive, donc qui modifie l'état de conscience de quelqu'un, pour ensuite profiter de l'état de vulnérabilité de la personne. Donc ça peut être soit en lui administrant un produit à son insu, ou soit sous la menace, et dans le but soit de commettre des violences, des agressions sexuelles ou des vols. Voilà. Et quel a été le point de départ de votre enquête ? Alors moi, le point de départ, c'est que j'étais journaliste musical et j'étais missionné en 2022 pour faire un peu tous les festivals aux quatre coins de l'Hexagone. Et je découvre, eh bien, comme tout le monde, le phénomène des piqûres sauvages. Voilà, c'est ces attaques à la seringue dans les concerts. Et on commence à parler notamment du GHB, on essaie de comprendre ce qui se passe et moi je sens la panique à la fois dans le public, les organisateurs, les femmes aussi notamment dans ces événements-là, dans ces événements qui viennent juste après le Covid, dans un contexte un peu particulier. Et je reste avec ça en tête et lorsque je reviens à Paris, je travaille dans un milieu notamment très proche de la scène musicale et festive et d'autres témoignages m'arrivent et donc je décide de me lancer. Et votre enquête révèle maintenant une ampleur assez déconcertante, hein ? Effectivement, oui, c'est la grosse découverte, effectivement, c'est qu'il ne faut pas se cantonner aux pratiques festives, aux lieux de fête uniquement. Et au GHB, donc il y a beaucoup de produits qui sont utilisés, et tout particulièrement les médicaments, que ce soit les benzodiazépines, les somnifères, les antihistaminiques, voilà, des médicaments qu'on peut trouver un peu chez tous les Français. Et puis je découvre également que les auteurs peuvent être des gens insérés socialement, avec un métier, une famille. Et donc, effectivement, ça brûle complètement les représentations que j'avais au départ. On apprend aussi que la majorité des cas de soumission chimique a lieu dans le contexte privé. Effectivement, c'est quelque chose finalement qu'on a découvert grâce à l'Agence du médicament qui fait un rapport et suite après le Covid, enfin pendant le Covid, on s'est rendu compte qu'en fait on pensait que les cas de soumission chimique allaient baisser drastiquement puisque les lieux de fête étaient complètement fermés et finalement pas du tout. Il y a eu pratiquement autant de cas qu'avant le Covid et en fait ça a commencé à alerter. Effectivement, dans les rapports, ça dépend un peu des années, mais pour le rapport 2021, oui, plus de 40% des cas de soumission chimique avaient lieu en contexte privé. Ça veut dire que le produit va être mis dans le verre, parce que c'est souvent dans un verre d'alcool que c'est glissé, dans un appartement ou dans une maison, chez quelqu'un souvent que la victime connaît. Et l'affaire des viols de Mazan en est malheureusement la parfaite illustration, hein, Félix Lemaître. Effectivement, c'est une affaire qui résume un petit peu, qui casse tous ces a priori, ces prénotions qu'on peut avoir. Et donc, effectivement, c'est dans le cadre privé, ça rentre dans le contexte des violences conjugales. On parle de femmes battues chimiquement. La soumission chimique peut rentrer dans ce cadre, avec des pères de famille, des monsieur tout le monde, comme on a pu le dire, qui ont participé. Donc, effectivement, et avec l'utilisation de médicaments. Donc, effectivement, c'est un cas qui vraiment très intéressant et qui est vraiment typique, qui permet, voilà, c'est de salubrité publique de s'intéresser à ce procès pour comprendre exactement ce qu'est la soumission chimique. Et votre enquête finalement met le doigt sur un phénomène troublant très répandu, hein, loin des faits divers isolés.
Effectivement, c'est assez répandu et je pense que maintenant que le concept est plus connu, on va revoir aussi d'autres affaires avec un nouveau regard. Donc effectivement, parce qu'on a beaucoup d'affaires anciennes qui étaient basées sur la soumission chimique, que ce soit Bill Cosby, que ce soit l'affaire Puff Daddy qui était déjà en partie connue et qui continue à éclater. Donc effectivement, je pense qu'on est au tout début d'une ère où on va redécouvrir la soumission chimique et on va en parler de plus en plus parce qu'elle était à la fois sous-déclarée par les victimes et pas mal traitée par le système judiciaire. Donc je pense que ça va être très intéressant la séquence qui s'amorce. Eh bien, merci beaucoup Félix Lemaitre d'avoir été notre invité. On rappelle que votre enquête est à découvrir dans La Nuit des Hommes, toujours disponible en librairie aux éditions JC Lattès. Merci beaucoup. Merci à vous. Suite et fin d'un beau projet entre Marcel Ravin et les élèves du collège FANB. Souvenez-vous, dans le cadre de la Semaine européenne des réductions des déchets, ils avaient travaillé ensemble sur l'élaboration d'un livre pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Quelques mois plus tard, pour clore ce chapitre, nous les retrouvons en cuisine au Monte Carlo Bay pour un concours culinaire, toujours en limitant le gaspillage alimentaire. Reportage signé Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Les gestes sont précis. Pourtant, c'est une première pour ces petits chefs dans une cuisine de professionnels. Au départ, ils étaient 100 à proposer une recette pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 5 propositions ont été retenues pour être préparées, goûtées et évaluées. Moi, j'ai imaginé une recette à base de poulet. Je suis partie sur une idée de café gourmand et je me suis dit on pourrait faire un trompe-l'œil. Je me suis dit qu'est-ce qui pourrait représenter le café? Qu'est-ce qui pourrait représenter un petit biscuit? Qu'est-ce qui amènerait le croquant du biscuit? Et pour mettre en œuvre leurs idées, les élèves profitent des petites astuces du chef Marcel Ravin. Alors je te laisse mettre, mais attention, au sel, à discrétion. Une seule règle, respecter les 3 ingrédients imposés, brocoli, potimarron et volaille ou dorade. Je voulais aussi qu'ils prennent conscience que être en bonne santé, c'est aussi manger ce que la nature nous donne au meilleur moment. C'est-à-dire les produits de saison. Nous sommes simplement des passeurs et des transmetteurs pour ces générations à venir. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant que les enfants aussi commencent à se soucier de ça. Alors, si on peut les aider, leur montrer ce qu'on peut faire à partir bien sûr d'un produit qu'on peut traiter à 100%, c'est tant mieux. Une fois la magie opérée, place à la dégustation. Les 5 candidats sont notés sur différents critères. Le plus important, le goût du plat. L'essentiel, c'est qu'ils participent à ça et qu'ils puissent être des communicants aussi à leur niveau, quoi. Parce que je vous dis, ça part depuis l'enfance. Aujourd'hui, on voit le gaspillage alimentaire est énorme. Ça peut se concevoir à certaines générations, mais de nos jours, ça ne se conçoit plus. Et c'est finalement Evan qui aura séduit le jury, mais les chefs en herbe sortent tous vainqueurs de cette expérience avec des étoiles plein les yeux. L'ISM est trentenaire. L'International School of Monaco a fêté hier au soir ses 30 ans d'existence par le biais d'un gala organisé à la Salle des Étoiles. Pour rappel, cette école internationale comprend 820 élèves de 3 à 18 ans, représentant plus de 60 nationalités, et a déménagé à la rentrée dans 2 nouveaux locaux de 8000 m² sur 3 niveaux, avenue Princesse Grasse. Et puis une idée de lecture ou de cadeau de Noël avec ce livre Destin sacré, coécrit par Alexandra Martinez et l'abbé Christian Venard, que l'on connaît bien sur notre antenne. C'est un recueil adapté de l'émission Destin sacré diffusée sur C8. Dans cet ouvrage, on y retrouve les vies ordinaires de 10 hommes et femmes, 10 chrétiens, pour la plupart reconnus bienheureux ou saints par l'Église catholique. La Roca Team se déplace demain à 19 h en Turquie dans le cadre de la 15e journée d'Euroleague. Les hommes de Vassilis Spanoulis, 4e au classement, affronteront Fenerbahçe, actuellement 2e d'Euroleague. L'occasion idéale pour les Monégasques de se tester face à une des meilleures équipes de ce début de saison et réaffirmer leur ambition dans ce choc au sommet. Je vous propose d'écouter le coach et le pivot de la Roca Team, Georgios Papadianis, au micro de Gaëtan Lebrun. We have to concentrate to the stuff and to the game plan that we put for this game. We play against, like you said, one really good team, well coached team by Saras, and we have to be ready, concentrated to execute our game plan. These games that we play against Panathinaikos, Olympiacos, Alba, and now Fener is a tough program, but this is it, and we have to face it
and to be as best as we can. They have a great record. I mean, our game is going to determine who's going to be, let's say, above for this round, but we're expecting a really tough game. They run a lot, they rebound good. I mean, it's going to be a tough game. Et plus proche dans le temps pour les amateurs de foot, la SMFC se déplace ce soir à Londres pour affronter Arsenal en Champions League. Un match important pour tenter de se qualifier dans les 8 premiers et accéder ainsi avec certitude aux 8e de finale. Le point sur vos prévisions météo avant de se quitter. Bonsoir Christina, quel temps devrait-il faire jeudi ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Eh bien, demain, la météo est au beau fixe. Du soleil le matin, du soleil l'après-midi, des températures comprises entre 7 et 13 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête au Chantal. Merci Christina. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont dédiées à l'esprit de Noël avec les décorations, que ce soit dans les vitrines ou dans les différents lieux, un peu partout en principauté. On se retrouve demain, 19h, pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien et à demain.